Je suis très heureuse d'être au banquet du livre cette année pour parler des rapports entre culture et psychiatrie chez François Tosquelles, apprenant qu'au point de départ le livre qui vient d'être mentionné, donc Tosquelles, Soigner les institutions, qui est la version française du livre qui est paru l'année dernière en catalan à Barcelone. Un livre qui existe donc dans celles qui ont été les deux langues de François Tosquelles, de Francesc Tosquelles, en catalan, le catalan et le français, dans deux pays entre lesquels il a dû voyager, comme tant d'autres exilés espagnols et catalans, à cause du coup d'État du général Franco contre la Seconde République, et la longue dictature qui commence en 1939 pour ne finir qu'en 1975. Avant de son arrivée en France, en septembre 1939, pendant les années 30 à Catalogne, Tosquelles a pratiqué différentes formes de transformation des institutions. D'abord, mais pas uniquement, les institutions psychiatriques. Il a entrepris de soigner les malades en soignant l'hôpital lui-même, ce qui voulait dire soigner, former avant tout le personnel soignant et surtout la figure historique du psychiatre comme quelqu'un qui, d'après Tosquelles, a toujours eu une peur profonde de la folie, de la maladie et de la souffrance, contre lesquelles il s'est toujours protégé. En 1932, à l'asile de Reus, au sud de la Catalogne, Tosquelles se sert de la thèse de Jacques Lacan, que Jacques Lacan soutient la même année à la faculté de médecine de Paris pour faire un cours de formation de 6 mois avec l'équipe soignante de l'hôpital, avec les médecins, les infirmiers et les religieuses. C'est ce que Tosquelles fera aussi 10 ans après, pendant son exil français en Lozère, à l'hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, en proposant une formation psychanalytique aux religieuses de l'ordre de Saint-Régy, qui vont, dans un premier temps, beaucoup résister à l'enseignement de la psychanalyse, pour ensuite devenir les alliés de Tosquelles dans le grand projet de la psychothérapie institutionnelle, et où les pensionnaires de l'hôpital vont imprimer de manière informelle la thèse de Lacan, qui dans les années 40 et 50 est épuisée en France et ne sera rééditée que des années après, dans les années 70. À l'hôpital de Saint-Alban, donc, elle sera réimprimée, reliée et vendue par les malades, souvent les jours du marché. Intitulée de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, cette thèse est presque contemporaine des publications de Salvador Dalí sur la méthode paranoïaque critique dans les revues Le Surréalisme au service de la Révolution en 1930 et la revue Minotaure en 1933. Si elle est révolutionnaire pour quelqu'un comme Tosquelles qui cherche à transformer l'inconscient concentrationnaire des institutions psychiatriques, c'est parce que la thèse de Lacan avait contribué, pour le dire avec les mots de Tosquelles, à montrer les similitudes entre les mécanismes de construction du réel qui jouent à l'état pathologique et ceux qu'on dévoile en pathologie dite normale, tendant ainsi à effacer les limites du pathologique. Elle sera centrale à Saint-Alban dans les réunions de la Société du Gévaudan, structure collective et informelle s'organisant autour de la discussion de travaux pratiques d'observation des malades dans une approche combinant psychiatrie, psychanalyse et travail intellectuel, un cercle ouvert à des apports hétérogènes où la folie y est traitée, je cite toujours Tosquelles, comme un phénomène historique et dialectique. C'est dans le cadre de la Société du Gévaudan à Saint-Alban que Tosquelles conduira sous l'occupation l'observation clinique d'une malade avec le médecin et philosophe Georges Canguilhem lors de son passage à l'hôpital, au moment où lui-même il vient de terminer sa thèse, qui ne sera publiée aussi comme la thèse de Lacan que bien des années plus tard, sous le titre « Le normal et le pathologique ». La thèse de Lacan sur la paranoïa, qui comme celle de Canguilhem défaisait les contours stables du pathologique, sera rééditée à l'hôpital par le club des pensionnaires, organisé dans les ateliers de travail ou d'ergothérapie, de structures coopératives que Tosquelles porte avec lui en France, avec l'enseignement des coopératives qui sont la forme d'organisation sociale et économique du travail de la classe ouvrière catalane pendant la Seconde République.
Cette question du travail est importante puisque pendant ses années de formation à Catalogne, Tosquelles dira avoir hérité des projets de sectorisation psychiatrique, avant la lettre, mis en place par la Mancomunitat catalane qui, pendant les années 10, avant la dictature du militaire Primo de Rivera, avait rendu possible le soin thérapeutique disséminé dans le territoire en accord avec les municipalités et les villages à la campagne où les malades avaient le droit de sortir pour travailler. Tosquelles dira dans ce sens, en reprenant à son compte et en détournant la citation de Lautréamont, cher aux surréalistes, qu'en Catalogne, on avait mis une machine à coudre, non pas avec un parapluie sur une table de dissection, mais une machine à coudre dans un champ de blé, dans les campagnes, dans ce qu'on a appelé les maisons couture, las masias, costura, où les malades des hôpitaux psychiatriques pouvaient travailler. Dans les années 30, Tosquelles s'est également servi à Barcelone du livre que le psychiatre allemand Hermann Simon avait écrit en 1929 à partir de l'expérience de l'hôpital de Gütersloh intitulé « Une thérapeutique plus active à l'hôpital psychiatrique », dont Tosquelles encourage la traduction espagnole en 1938 par le psychiatre Ramon Sarro, ainsi que la traduction française réalisée par Eugénie Balvet à Saint-Alban dans les années 40, tout comme son édition, comme la thèse de Lacan, dans l'atelier d'imprimerie autogéré par les malades à l'hôpital. Cette référence permet de donner à la notion d'activité une place centrale dans les thérapeutiques institutionnelles. Pour Tosquelles, le travail des malades doit toujours être envisagé dans sa dimension médicale comme une activité propre, écrit-il, personnelle et personnalisante, celle qui prend source et s'enracine chez chacun, non imposée et non séparée de l'ensemble thérapeutique. Le travail thérapeutique n'est pas assimilable, dit Tosquelles, à n'importe quel autre travail, et l'ergothérapie ne doit jamais être confondue, dit-il, avec la simple production par les malades. Elle est plutôt pour Tosquelles une activité ou une action impliquant toujours un mouvement. Contemporainément au travail psychiatrique, à Barcelone pendant la Seconde République des années 30, Tosquelles s'investit dans la création de nouvelles institutions du travail, aux côtés du psychiatre Émili Mira, son maître, le premier à occuper une chaire de psychiatrie en Espagne, à l'Université de Barcelone. Tosquelles collabore avec l'école du travail, la Scola del Treball, où il va participer aux premières formations orientées au monde du travail pour les gens normaux, plus particulièrement avec les conducteurs de bus de Barcelone, avec un programme de cours et de conférences, mais aussi avec les premiers tests psychotechniques. Dans un entretien, Tosquelles remémore ainsi ses années de formation, je le cite. « Quand j'ai commencé médecine, je suis allée à Barcelone et j'ai dit à Mira, je dois travailler pour continuer à étudier la psychiatrie. Et il m'a conseillé d'aller à l'Institut psychotechnique parce qu'il disait que pour être psychiatre, il faut toujours étudier les gens normaux. Tant que tu ne connais pas les gens normaux, tu ne peux apprendre un seul mot de psychiatrie. Les 2 premiers instituts de formation professionnelle ont été fondés à Barcelone et à Chicago, et c'est Émili Mira qui a fait ça. C'est pourquoi, quand je lui ai demandé d'étudier les fous à Barcelone, il a dit « Viens plutôt étudier les gens normaux au travail ». Fin de citation. Ce sont des années où Tosquelles va également s'investir dans ce qu'il appelle les institutions du maternage. Il travaille dans 2 instituts de puériculture avec des mères ouvrières à Barcelone, aux côtés des psychiatres et psychanalystes juifs d'Europe centrale, exilés à Barcelone et à Reus, au sud de la Catalogne, à l'Institut La Gota de Llet, la goutte de lait, où le jeune étudiant en médecine qu'est Tosquelles accompagne les problèmes d'allaitement des jeunes mères. Mélanie Klein sera l'une des références de Tosquelles à l'époque, au moment même de la collectivisation de la propriété du début de la guerre d'Espagne en 1936, ou avec les anarchistes dans le gouvernement catalan, où un très grand nombre de maisons de la grande bourgeoisie sont expropriées à des fins soit politiques, soit pour y mener des expériences d'avant-garde. Tosquelles va conduire des expériences de psychothérapie infantile et juvénile avec des enfants et adolescents autistes dans ces espaces expropriés par les anarchistes au pouvoir entre 1936 et 1937. Je le cite un peu longuement.
À Réus, dans le service de pédopsychiatrie, à l'Institut de puériculture, de 1931 à 1936, je réunissais les mères des enfants dont je m'occupais dans la salle d'attente, des trucs de ce genre. J'ai monté tout un bazar comme un bureau médical pour faire passer des tests aux enfants, mais ça ne suffisait pas. Ce que je voulais, c'était recevoir les mères en groupe, des mères d'enfants encore dans leur linge, y compris des mères enceintes avant qu'elles aient leur bébé. Je les réunissais. Étant donné que j'étais très jeune, elles étaient plus vieilles que moi, je ne faisais pas le savant. Le prétexte était le suivant. Je termine mes études, je suis étudiant et je voudrais faire un travail sur les difficultés des mères quand elles sont enceintes. Et une fois qu'elles ont eu leur enfant, sur leurs difficultés à s'occuper d'eux. Comme je ne sais rien de tout ça, si vous aviez la gentillesse de m'en parler, je pourrais ainsi faire ce travail d'investigation. En fait, je détournais leur attention. Je ne sais rien, racontez-moi. C'était une investigation qui, à mon avis, fâcherait Lacan. Cette idée de s'occuper de la conduite des mères avec leur nouveau-né, c'est plutôt Mélanie Klein. J'étais très kleinien. Klein a l'avantage sur Freud de s'être réellement occupé d'enfants et de psychotiques, c'est-à-dire de personnes qu'on ne peut pas allonger sur un divan, pour lesquelles il faut intervenir, qu'il faut activer. Ça ressemble beaucoup plus à ce que l'on pourrait faire dans un hôpital psychiatrique que simplement avec la cure par la parole. Cette expérimentation thérapeutique est ainsi rendue possible grâce aux institutions publiques et politiques anarchistes du gouvernement catalan. Tosquelles est proche de cet anarchisme ouvrier et participe dans la création de nouvelles institutions politiques, des partis politiques comme le BOC, le Bloc ouvrier paysan en 1930, et le POUM en 1935, le Parti ouvrier d'unification marxiste, parti communiste anti-stalinien, fortement réprimé par le communisme officiel, qu'il soit russe ou espagnol. Déjà en 1927, Tosquelles aurait écrit une très célèbre lettre critique à Staline, jamais retrouvée encore, dans laquelle il lui aurait communiqué qu'on ne pouvait pas faire une révolution en suivant la hiérarchie des soviets, inexistants en Catalogne, et la politique des fusions entre les communistes catalans et espagnols à cause justement de la domination espagnole en Catalogne. Tosquelles aurait dénoncé auprès de Staline toutes les révolutions politiques qui contraignent les peuples à se séparer d'eux-mêmes pour pouvoir exister politiquement. Pour Tosquelles, nier la domination linguistique, culturelle et politique espagnole en Catalogne au nom de la révolution communiste revenait à accepter la langue et la culture catalane comme des cultures dominées, minorisées, vouées à disparaître au bénéfice d'une révolution toujours à venir. C'est alors que la langue et la culture catalane étaient interdites pendant la dictature de Primo de Rivera au long des années 20 que prirent forme la politisation de Tosquelles, la critique de l'État, mais aussi du communisme espagnol dès sa plus jeune adolescence, un communisme espagnol qui ira jusqu'à illégaliser le POUM, donc le Parti ouvrier d'unification marxiste, sous la guerre d'Espagne. Dans un récit autobiographique, François Tosquelles raconte que lycéen en Catalogne dans les années 20, il suivait l'enseignement public en castillan le matin. À Réus, l'après-midi, on pouvait aller à l'école privée pour une instruction en catalan, langue alors interdite dans la vue publique. Afin d'éviter de payer pour apprendre dans sa langue maternelle, il imagina alors un système de travail autogéré. Il proposa à son père de lui verser la moitié de la somme qu'il aurait dépensée en payant l'école privée et fut ainsi financé pour organiser son travail à la maison avec un camarade. Son père fit des économies et François Tosquelles put développer une relation autodidacte à l'apprentissage de sa langue maternelle, le catalan. Dès ses années de formation jusqu'à la fin de sa vie, le passage entre les différentes langues et la condition d'étranger traverse le rapport au monde de Tosquelles, qui a toujours cultivé une pratique mineure de l'accent dans la langue, avec un accent qui déformait à la fois la langue qui lui avait été imposée, l'espagnol, ainsi que le français, la langue qu'il a dû parler dans son long exil, sans jamais chercher à s'assimiler à la culture française, vivant à Lozère, loin de la psychiatrie et de la psychanalyse parisienne,
loin donc de Lacan, à la différence d'autres psychiatres avec qui il a partagé le projet de la psychothérapie institutionnelle, à savoir Jean Houry ou Félix Guattari, depuis la clinique de la Borde. Comme le constate un rapport de surveillance de la commune de Saint-Alban sous l'occupation en 1943, c'est au titre d'étrangers immigrants que Tosquelles reçoit pendant des années une allocation mensuelle du consulat du Mexique, pays qui n'a jamais reconnu la légitimité du gouvernement de Franco et qui a soutenu des milliers de républicains dans leur exil. À travers l'ensemble de ces expériences indissociablement politiques et institutionnelles, des partis politiques à l'hôpital psychiatrique, au fil du temps, Tosquelles va élaborer une distinction entre ce qu'il appelle les institutions et ce qu'il appelle les établissements. Et ceci dans le but de transformer les établissements pris dans des inerties administratives et bureaucratiques et des formes d'immobilisme en vraies institutions politiques, car, comme Tosquelles le dit dans l'un des entretiens que je publie dans le livre pour la première fois en traduction française, la fonction de l'État, c'est d'empêcher qu'il y ait des vraies institutions. Je le cite, « Peu importe que ce soit de droite, de gauche ou de centre, l'État est toujours fasciste, ce sont ceux qui empêchent qu'il y ait de l'institution. Et ça, dès qu'on invente quelque chose. C'est ce que dit l'expression « s'établir ». Et c'est la même chose si nous pensons à l'asile ou au dispensaire. Il y a des gens qui s'étatisent ou qui s'établissent aussi dans l'analyse. Et vous voyez, ils font leur petit numéro d'état. Ils vivent dans l'état analytique. Fin de citation. Si Tosquelles fait du travail institutionnel contre la production des établissements par l'État, il le fait souvent en collaboration avec la complicité d'équipes non professionnelles, avec des gens souvent appartenant à la société civile qui n'ont pas peur de la maladie, c'est la raison pour laquelle il va les retrouver, qui n'ont pas été donc formés dans la peur de la folie et de l'autre en général, comme c'est le cas de la figure historique du psychiatre pour Tosquelles. En pleine guerre d'Espagne, c'est surtout avec deux collectifs de femmes, les sœurs d'un couvent à Fuenteovejuna, en Andalousie, et les prostituées d'une maison close au village de Almodóvar del Campo, à Castilla-La Mancha, que Tosquelles avait organisé des services annexes à l'hôpital psychiatrique. Vers 1938, d'abord en tant que médecin lieutenant et ensuite comme médecin capitaine des services psychiatriques de l'armée républicaine en Extrémadure, qui combat l'avancée du général Franco, Tosquelles coordonne la marche de l'hôpital avec le docteur Jaume Sauret. Celui-ci l'accompagnera également l'année d'après dans sa traversée des Pyrénées et dans son séjour au camp d'internement à Sept-Fonds, où Tosquelles rendra également possible un service psychiatrique à l'intérieur du camp. Si son collègue Sauret prend en charge la gestion quotidienne de l'hôpital Almodóvar, Tosquelles part du jeudi au dimanche à faire des tournées dans la région. C'est pendant ces déplacements qu'il parvient à engager les religieuses de Fuenteovejuna dans des expériences thérapeutiques avec des enfants autistes. Il travaille également à l'implication des malades eux-mêmes dans le processus de la cure lors des réunions de groupe avec des muets de guerre. Des années après, il rapprochera cette expérience du récit Aurélia dans Les Filles du Feu de Gérard de Nerval, que Tosquelles prendra comme objet clinique de sa thèse de doctorat en 1948 intitulée « Le délire de la fin du monde dans la folie, le témoignage de Gérard de Nerval ». Ce que raconte le Nerval de Tosquelles, c'est que c'est un autre malade qui l'a guéri et non pas le psychiatre. Dans cette approche non professionnalisante développée pendant ces années de guerre civile, Tosquelles ira jusqu'à collaborer avec des travailleuses du sexe. Suite à la fermeture des maisons closes pendant la guerre d'Espagne, il proposera aux prostituées de rédiger des rapports sur la sexualité des malades de l'asile. Elles ont la possibilité de l'accueillir par la parole sans pour autant entretenir de relations sexuelles avec eux. La condition pour les intégrer dans le soin, c'est l'absence de sexualité. Car il s'agit aussi, surtout, d'un travail sur elles-mêmes. En parlant des malades, écrit Tosquelles, elles arrivaient à parler d'elles-mêmes en modifiant leur propre structure psychosexuelle.
Almodóvar del Campo a été ainsi, à la fin des années 30, le lieu d'une expérience collective où les femmes font pleinement partie du contexte local, thérapeutique, et de la population civile, aux côtés des personnes qui, n'ayant pas de formation psychiatrique, ont pris part à cette communauté amateur en tant qu'équipe soignante, donc non professionnelle. Ces expériences collectives avec les prostituées s'inscrivent dans une histoire politique traversée par des projets d'avant-garde. Sous la guerre, à Barcelone, le gouvernement catalan de la Generalitat crée ce qu'on appelle à l'époque le syndicat de l'amour, à la demande des travailleuses du sexe. Il s'agit d'un syndicat qui protège légalement le travail sexuel pendant seulement 1 an et demi, permettant aux femmes qui l'exercent de réquisitionner un certain nombre de maisons de prostitution pour pouvoir y fixer leurs propres tarifs. Leur initiative prend place dans le contexte de la collectivisation de la propriété, initiée après le coup d'État de Franco en juillet 1936 et qui touchera à sa fin avec la victoire fasciste à 1939. Le psychiatre anarchiste Félix Martí Ibáñez est alors directeur général de la santé publique à Catalogne, à l'écoute des demandes syndicales et à l'origine de la première loi sur l'avortement en 1936, portée en Espagne par Frederica Montseny, première femme ministre en Europe. Si Tosquelles a collaboré avec des prostituées, il a également collaboré avec des avocats, des musiciens, des hommes de lettres ou des peintres qui ont aussi réussi à travailler à la fois avec les commotionnés de guerre ainsi qu'avec ce que Tosquelles appelle les maladies de l'homme normal au sein de la communauté médicale, un moment de crise ou de renversement de l'ordre des choses. Si les 2 dictatures espagnoles du XXe siècle, ainsi que la guerre civile et la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas seulement des événements dramatiques ou traumatiques pour Tosquelles, c'est que la guerre a pu aussi être pour Tosquelles un paradis à la lettre, comme il l'écrivit dans une lettre depuis l'armée républicaine à Almodóvar del Campo en 1938. La guerre peut apparaître comme ce moment où des devenirs ou des renversements aussi bien politiques que psychiques de ce qu'on appelle la vie normale sont possibles. Tosquelles n'aura de cesse d'affirmer que la meilleure psychiatrie et les grandes expériences de communauté thérapeutique avant la lettre, il les aura faites en temps de guerre ou en temps de crise, dans l'armée ou au camp. À Saint-Albin, ce sera sous l'occupation. Jean-Claude Pollack a parlé de ce lien étroit entre la guerre et la psychothérapie institutionnelle, comme si celle-ci s'était développée de manière privilégiée à des moments historiques, aux prises avec l'urgence face à la déshumanisation, le fascisme, au grand bouleversement de fin de monde. Cette psychiatrie expérimentale, qui est possible donc en temps de bouleversement historique, met en place des formes d'amateurisme qui ne contredisent aucunement la formation professionnelle. L'amatorat du personnel soignant est ici une forme à la fois de critique et d'ouverture du savoir critique, contemporaine de la mise en place de la formation permanente des équipes de soins qui bouleverseront les hiérarchies et les partages historiques qui les assignaient à une place. Ce sera le cas des soignantes religieuses de la psychothérapie institutionnelle à l'hôpital de Saint-Albin à Lozère. Je lis la description qu'en fait l'écrivain Hervé Bazin en 1959, après son passage à l'hôpital où Tosquelles travaille depuis presque 20 ans. Tirant parti des bâtiments médiocres tels quels, il les ouvrit en transformant l'atmosphère, les bourras d'activités collectives, fit naître une démocratie intérieure, créa des ateliers, un club, un théâtre, une cantine, un journal, tous sous la responsabilité des malades. Institua des réunions de délégués, encouragea les fêtes, les bals, les excursions, les sports, exigea pour les femmes des soins de beauté et un coiffeur, pour les hommes une tenue décente, bouscula l'administration et entreprit la formation médicale de ses gardiens, de ses gardiennes et même des sœurs de la communauté. Cela n'alla pas sans incident. Dès son premier cours sur la psychanalyse, il fut accusé d'apprendre des cochonneries aux infirmières. La supérieure, devenue depuis sa meilleure alliée, se plaignit. Tosquelles dut continuer, Bible en main, pour sanctifier par des exemples pris de l'Ancien Testament les explications à première vue corsées de M. Freud. Fin de citation.
Aux côtés des psychiatres Paul Valvet, Lucien Bonafé et André Choran, qui entreprennent un programme de formation professionnelle du personnel, Tosquelles a en effet enseigné des cours de psychanalyse et de psychologie générale à l'hôpital dès le début de l'occupation, Bible en main et avec l'aide de saint Thomas et de saint Césaire d'Arles, comme il le dit, dont on venait de célébrer cette année l'anniversaire. C'est alors que, dans un premier temps, la supérieure de la communauté rendit une visite officielle à Bonafé pour lui signaler son indignation, et Choran se vit également dénoncé au ministère de Vichy parce qu'il apprenait, encore une fois, des cochonneries sur l'amour aux infirmières et enfin de notre école de rééducation. Fin de citation. À la même époque, à un moment de fortes restrictions alimentaires, le directeur Paul Valvet présentait devant l'Assemblée des gardiens des techniques pour améliorer l'assimilation des aliments. La formation des anciens gardiens et des sœurs, en infirmiers et infirmières, est au cœur de cette transformation institutionnelle à Saint-Alban. Tosquelles arrive à Saint-Alban à Lozère en janvier 1940, quelques mois au début de l'occupation nazie, moment où la grande histoire de Saint-Alban a sans doute commencé à s'écrire sous cette France occupée, en grande partie en raison de la politique d'accueil de l'hôpital, où des juifs et des résistants, parfois liés au surréalisme et à l'avant-garde en général, ont trouvé refuge. L'hôpital a été un asile au double sens du terme, la maison des fous et le refuge. Au fil des années, on voit passer à l'hôpital, on l'a vu, le philosophe, médecin, historien des sciences et résistant Georges Canguilhem, qui y séjourne une dizaine de jours en 1943. Puis, entre novembre 1943 et février 1944, le poète Paul Éluard, engagé dans la résistance, auquel rendent visite l'historien du cinéma Georges Sadoul et le photographe Jacques Matarazzo. Après la libération, l'artiste Jean Dubuffet sera brièvement de passage à l'hôpital pendant l'été 1945, alors que le poète dadaïste Tristan Tzara et le peintre surréaliste Gérard Vulliamy y habitent chez le docteur Lucien Bonafé, très lié au mouvement surréaliste et cofondateur du groupe surréaliste Le Trapèze Volant à Toulouse. Le psychiatre et fondateur de la clinique de la Borde, Jean Houry, est également interne à Saint-Alban entre 1947 et 1949, comme le psychiatre, écrivain et penseur de la colonisation Frantz Fanon pendant 16 mois, d'avril 1952 à août 1953. Le psychanalyste et philosophe Félix Guattari y séjourne en 1957 pendant quelques mois, et le romancier Hervé Bazin s'y rendra en 1959, comme le documentariste et écrivain Mario Ruspoli en 1961, pour y tourner 3 films, parmi lesquels le célèbre Regard sur la folie. De Fanon à Ruspoli, de Jean Houry à Félix Guattari, Saint-Alban est le nom propre qui inaugure en France ce que les psychiatres Georges Daumaison et Philippe Cauchelan ont appelé en 1952 la psychothérapie institutionnelle, avec une conception de l'asile comme être vivant, homogène à la société, permettant l'exploitation profonde chez tout malade des capacités non aliénées, rendement social, responsabilité, dignité. La psychothérapie institutionnelle entreprend de soigner l'institution psychiatrique tout entière et avec les pensionnaires et avec l'ensemble de la communauté soignante. Pour Daumaison et Cauchelan, en 1952, et je les cite un peu longuement, dans cette perspective totalement étrangère à la perspective asilaire, les rapports conventionnels se trouvent bouleversés au bénéfice de la poursuite comme du but nouveau unanimement connu. La participation du personnel, des malades à cette entreprise devra être libre, indépendante de tout espoir de récompense, comme de tout risque de sanction, de telle sorte que les rapports ne soient plus déterminés par les relations asilaires classiques. Cette psychothérapie est l'œuvre, nous disent Daumaison et Cauchelan, elle est l'œuvre de toute une équipe, parmi lesquelles nous citerons Paul Valvet à Lyon, Paul Bernard à Lomelay, Lucien Bonafé à Saint-Alban puis à Rouen, André Choran à Saint-Alban, Georges Daumaison à Fleury-les-Aubrais, Louis Le Guillan à Villejuif, Paul Sivadon et Sven Folland à Villévrard, l'initiateur et la référence de la plupart d'entre eux étant François Tosquelles à Saint-Alban. Fin de citation.
Dans cette histoire de la transformation de la vie asilaire, Tosquelles sera l'un des rares psychiatres à transmettre les savoirs et les pratiques expérimentales mis en place par les femmes. C'est lui qui a le mieux revendiqué l'héritage du projet psychiatrique d'Agnès Masson à Saint-Alban. Italienne d'origine, née à Sesto Florentino en 1900, Agnès Julie Chiarli avait dû fuir son pays parce que, contraire au fascisme, déjà en France, dans son dossier de naturalisation de 1927, elle écrit que le régime politique actuel ne lui permet pas de vivre en Italie. Madame Masson arrivera à Lozère comme la première femme directrice d'un hôpital psychiatrique français. Son projet à Saint-Alban, c'était la modernisation, eau courante, installation électrique, chauffage central, fin du cabanon, organisation d'une bibliothèque et du cinéma avec les malades. Son rapport médical et administratif de 35, l'une des rares traces qui nous sont parvenues, documente avec des photographies son projet d'agrandissement de l'hôpital. Nouveau pavillon, réseau d'égouts, buanderie en construction, projet de construction d'un laboratoire. Parmi les nombreuses mesures d'humanisation de la vie qu'elle met en place, c'est la suppression de la camisole de force qui retient l'attention de Tosquelles. Une dizaine d'années après son départ de Lozère, un article de mars 1947, paru dans la presse régionale, laisse l'une des rares traces écrites d'Agnès Masson avec la seule photo que nous connaissions de cette grande inconnue. Elle y est présentée menant des initiatives thérapeutiques de nature expérimentale à l'hôpital de Chalon-sur-Marne, où elle a été nommée en 1944. Comme elle l'avait fait à Saint-Alban, une dizaine d'années auparavant, par la danse, le cinéma, le théâtre et les décors, cet article nous raconte, j'en cite des extraits, qu'elle a révolutionné les méthodes des traitements des aliénés avec des décors surréalistes, avec des troupes de théâtre mixtes composées par le personnel soignant et les pensionnaires. En scène, lit-on, il devient impossible de faire une distinction entre eux. Peu après sa nomination, naturellement, je cite encore cet article, naturellement l'administration apprit avec stupeur qu'Agnès Masson faisait danser ses fous. On envisagea sa révocation, mais Chéri était déjà adoptée par ses malades. Elle garda son poste. Fin de citation. Si les malades surnomment si familièrement la directrice, c'est bien qu'elle bouscule les hiérarchies entre soignantes et soignés. Elle va même plus loin en ouvrant l'hôpital. C'est ainsi que les bals de l'asile de Chalon-sur-Marne sont très courus par les fonctionnaires de la préfecture qui s'y rendent avec leur famille. Avec la publication de cet article qui célèbre son projet d'humanisation de l'hôpital et gagne l'opinion publique, mais la publication de cet article qui célèbre ce projet d'humanisation et gagne l'opinion publique n'est pas du goût de sa hiérarchie. Elle est, Agnès Masson, suspendue de ses fonctions en juillet 1947, comme elle le sera encore à bien d'autres reprises dans sa carrière, en raison de ses méthodes jugées trop hétérodoxes. De fait, l'interrelation entre l'institution psychiatrique et son dehors est au cœur du travail de Masson à Chalon, où elle met en place un régime de semi-liberté. D'abord, et tel qu'elle le raconte elle-même, de tels dialogues n'étaient pas rares au chevet de mes entrantes. Voulez-vous aller au cinéma demain? Si cela vous intéresse, on danse dimanche. Voulez-vous venir? Ensuite, dès son arrivée, elle assouplit l'application de la réglementation des entrées et des sorties et la durée des placements est souvent réduite à 15 ou 20 jours. Elle va alors jusqu'à co-impliquer les malades avec qui elle négocie la durée de leur séjour à l'hôpital. Je la cite. De même, il faut donner à la malade l'impression qu'elle est en partie l'arbitre de la durée de son séjour. Quand voulez-vous partir? Mais je viens d'arriver, je voudrais bien m'en aller, guérir. Dans 15 jours? Mais non, pas possible. Mais si, essayez. Les malades sont invités également à s'investir dans le comité d'études coordonnant divers services à l'hôpital. Et Masson va jusqu'à tirer profit des évasions qui peuvent survenir afin d'instaurer une continuité entre l'internement et les sorties. Je la cite. « J'ai trouvé à Chalon-sur-Marne une grande évadeuse, délirante,
remarquablement intelligente, que l'on ne pouvait même pas faire assister au fait, car elle avait essayé de s'évader plusieurs fois à cette occasion, en profitant des allées et venues. Un jour, elle demande à venir chez moi voir mes enfants. J'hésite. Vous avez peur que je profite de votre confiance? Ça ne serait pas bien. 2 jours après, cette malade entrait à mon service, chez moi, en surnombre, devenant de toute confiance, courses en ville, avec de l'argent pour des achats importants, promenades à la campagne, et avec moi, mais pratiquement et sans surveillance, en voiture dans les villes voisines, sans la moindre tentative d'évasion. Elle s'est finalement évadée à la veille du transfert qui devait la rapatrier avec ses camarades d'évacuation vers un établissement où elle se savait condamnée à perdre cette liberté. Fin de citation. Pendant les années 30 à Saint-Alban, Agnès Masson parcourait déjà la Lozère en automobile pour aller récupérer les malades qui avaient fui chez les paysans ou dans leur famille. Et c'est bien cette expérience qui va s'appeler ensuite la géopsychiatrie, comprise comme un travail dans le territoire, qui sera reprise et approfondie par les psychiatres de la psychothérapie institutionnelle à partir des années 40, donc à partir de l'arrivée de Tosquelles. Selon Lucien Bonafé, qui a travaillé sous l'occupation à l'hôpital avec Tosquelles, je le cite, ce personnage étonnant qui avait précédé Paul Valvet, qui s'appelait Agnès Masson, avait acheté une des autochenilles de la croisière jaune ou noire de la maison Citroën pour pouvoir aller chercher les malades. Elle faisait partie du parc auto de Saint-Alban. Fin de citation. Ce sont les débuts de la géopsychiatrie, qui n'était pas encore nommée ainsi et qui sera continuée dans le cadre de la Société de Gévaudan. Je cite Bonafé et Tosquelles. La Société du Gévaudan a baptisé à l'époque, donc sous l'occupation, géopsychiatrie, une psychiatrie qui n'existait qu'en fonction de son insertion dans la géographie humaine. Cette tradition a été mise à profit dans le sens d'une conception entièrement nouvelle du service public exercé hors l'hôpital, et on continuait à aller chercher les fous chez eux. On y allait à plusieurs, en équipe, et on en profitait pour s'arrêter et faire la post-cure ambulatoire. Fin de citation. Dans les années qui suivent le départ d'Agnès Masson, l'arrivée à Saint-Alban de Paul Valvet en 1936 et de Tosquelles en 1940 prolonge et approfondissent ce rapport à la culture qui, chez Agnès Masson, faisait déjà partie de l'ensemble thérapeutique. La danse, le théâtre, tout comme les décors ou les scénarios surréalistes, étaient indissociables de ce grand projet auquel Masson comme Tosquelles vont travailler, guérir la vie dans des institutions qu'on cherche à soigner. Il y va ainsi d'une pratique qui, ne séparant pas la psychiatrie du rapport à la culture, n'autonomise pas pour autant cette dernière. Autrement dit, la culture au cœur de la psychothérapie institutionnelle est une culture pratique, qui se pratique dans les rapports avec la vie et avec l'humanisation de la vie. C'est justement ce rapport à la culture qui se trouvera changé dans le récit qu'on fait souvent aujourd'hui des rapports entre surréalisme et communisme et psychiatrie à Saint-Alban. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1943 et 1944, on l'a dit, le poète Paul Éluard, recherché par la Gestapo, fuit Paris. Il se cache à l'hôpital de Saint-Alban pendant 4 mois avec son épouse, Nouche, Maria Benz, qui s'investit dans le théâtre avec les malades et les enfants et adolescents autistes. De son côté, Éluard est fasciné par un certain nombre de productions artistiques des internes à l'hôpital, au point de prendre avec lui à son retour à Paris à la Libération des objets, des sculptures, des tableaux et des dessins des malades, et en particulier d'Auguste Forestier, malade, interné à l'hôpital depuis 1914. Les sculptures que Forestier fait à l'hôpital depuis 30 ans vont circuler bientôt via Paul Éluard dans le cercle de l'avant-garde surréaliste. Picasso et Dora Maar, ou encore Raymond Queneau, vont commencer à les collectionner. C'est alors que pendant l'été 1945, l'artiste Jean Dubuffet se rend à Saint-Alban dans le but de faire la connaissance d'Auguste Forestier, au moment où il entreprend son grand projet de collection de ces objets qu'il ira chercher de manière systématique, de plus en plus systématique, pendant plus de 2 décennies dans les hôpitaux psychiatriques français et suisses, et qu'il va finir par appeler art brut.
Tosquelles et la communauté de médecins communistes à Saint-Alban, comme Lucien Bonafé, refusent de recevoir Jean Dubuffet à Saint-Alban à la Libération. Ils ne vont pas lui laisser rencontrer Auguste Forestier en 1945, sans doute parce que Dubuffet vient de s'enrichir grâce au marché noir sous l'occupation et prépare ce qu'il appellera bientôt sa chasse de l'art brut dans les hôpitaux psychiatriques où, en tout cas en France, entre 1940 et 1944, on a laissé mourir de faim et de froid 40 000 malades mentaux, moment que Max Lafon appellera bien des années après l'extermination douce. Le 15 novembre 1945, Jean Dubuffet, donc il s'est rendu à Saint-Alban en été 1945 pour voir Auguste Forestier, qu'il n'a pas réussi à rencontrer. Et le 15 novembre de cette même année, Jean Dubuffet décrit dans une lettre à Jean Paulhan l'antagonisme entre son projet de collection de l'art brut et le projet de transformation de l'hôpital de Saint-Alban. Je le cite. « Pour l'art brut aussi, j'ai du tracas. Je viens de m'apercevoir que j'ai un bloc d'ennemis qui se forme, et c'est le docteur Ferdière et son ami le docteur Bonafé de Saint-Alban, l'ami d'Éluard, mais aussi l'ami de Zara, et ça irradie. Et qu'est-ce qui les ameute ainsi contre moi ?» Fin de citation. Ce bloc d'ennemis refusera pendant quelques années encore le projet de Dubuffet d'un art des asiles où pour Dubuffet, les malades internés sont des personnes autodidactes produisant un art libre de la culture, autodidacte donc ou indemne de culture artistique, pour citer sa célèbre formule. Alors qu'à Saint-Alban, c'est le rapport à la culture qui rend possible le projet transformateur de la psychothérapie institutionnelle. 20 ans après, dans l'un des volumes des fascicules de l'art brut, publié en 1966, où Jean Dubuffet écrit sur les sculptures d'Auguste Forestier, il rapporte le témoignage du couple d'infirmiers à Saint-Alban qui travaillent à l'hôpital depuis les années de l'occupation. Monsieur et Madame Medge, respectivement surveillants général et infirmières à Saint-Alban, et qui furent longtemps en contact quotidien avec notre malade, notre artiste Auguste Forestier, travaillait au magasin et à la cuisine où il était devenu l'homme de confiance. Ils, les infirmiers, rapportent que cette fabrication rustique était vendue à usage déjoué aux membres du personnel pour leurs enfants. Fin de citation. Ce qui est décrit ici, c'est bien le rapport entre les productions artistiques, l'économie de troc et la social-thérapie à l'hôpital, car Forestier échangeait ces objets contre des cigarettes, du vin ou un peu d'argent. Bien des années auparavant, en 1948, ce même infirmier, Medge, avait écrit un texte important dans le premier numéro du journal Le Chemin, imprimé à l'hôpital, à l'imprimerie autogérée par les malades, où la thèse de Lacan a également été réimprimée. Medge y avait ainsi écrit la transformation des gardiens en vrais infirmiers, que je cite. S'il est un nom particulièrement désagréable à entendre pour nous, infirmiers d'asile, c'est bien celui de gardien, que nous donne encore trop souvent une opinion publique mal informée des méthodes d'assistance psychiatrique moderne appliquées aux malades. Un gardien suppose, à mon avis, un individu en uniforme, souvent armé de carrure athlétique, d'aspect rébarbatif, investi de consignes sévères et précises dont tout manquement est sanctionné par une législation appropriée. Vous trouverez de semblables employés dans les établissements pénitentiaires de toute nature, maisons d'arrêt, prisons, bagnes, où sont détenus les condamnés de droit commun. Nos infirmiers ne sont pas munis d'anciens moyens de contention, camisoles, maillots, menottes et entraves de toutes sortes. À nos malades, tous les espoirs de guérison sont permis. Les statistiques peuvent le prouver. Nous ne sommes pas des gardiens. Nous considérons ce nom comme une injure à notre profession. Fin de citation. Malgré ce texte et bien d'autres écrits importants, publiés non seulement par les infirmiers de Saint-Alban, dans les journaux imprimés à l'hôpital, mais aussi dans d'autres textes des malades eux-mêmes et des psychiatres, malgré donc le fait que Saint-Alban est bien, à la fin des années 60, année de la publication du texte de Dubuffet, l'emblème de la psychothérapie institutionnelle,
Dans la conclusion de son texte, Jean Dubuffet assigne Auguste Forestier à la place d'un malade dans n'importe quel hôpital psychiatrique. Dubuffet conclut: le caractère de petite industrie méthodiquement organisée qu'Auguste Forestier se plaît à donner à sa production est bien compréhensible d'un qui vit dans une telle oppressante réclusion que la sienne, en cet hôpital comme en une île déserte. Fin de citation. En 1965, avant la publication de ce texte, qui ignore le projet saint-albanais, pour mieux pouvoir séparer les objets dits d'art de leur contexte de production, Dubuffet avait écrit une lettre à Tosquelles en lui demandant des informations précises, car Dubuffet voulait en savoir plus sur le caractère et le style d'Auguste Forestier. Tosquelles lui répond par lettre que quand on ouvrait les portes de l'hôpital, les paysans le traversaient pour aller à la foire, et que c'était alors que Forestier faisait ses objets, ses bateaux, ses petits maréchaux, mettait un étalage sur le chemin, et les gens de la Lozère, en passant lui échangeaient ses œuvres contre un paquet de cigarettes ou quelques sous. Cet art, conclut Tosquelles, il est très important de le convertir en marchandise, c'est-à-dire le troc compris comme une relation sociale. Fin de citation. Au-delà de restituer le contexte dans lequel les objets de Forestier circulaient et produisaient une petite économie de subsistance, Tosquelles répondait à Dubuffet ainsi: « Je retrouve chez d'autres malades, et surtout chez les bien portants, les mécanismes essentiels de cette quête de soi-même, de cet appel aux échanges qui sont au fond la condition, l'espoir et l'angoisse. » Autrement dit, Tosquelles ne parlait pas de Forestier comme un malade ou un autre, mais comme un homme en quête de soi qui souffre comme les bien portants. Dubuffet, visiblement déçu par la réponse de Tosquelles, lui a répondu: « De Forestier, vous me dites d'excellentes choses que je comprends et je ressens comme vous fortement. Mais il faut reconnaître que vous ne me dites rigoureusement rien dans le domaine des faits précis, veux-je dire, qui puisse alimenter ma documentation pour le texte que je m'apprête à rédiger pour les fascicules de l'Art brut. » Cet échange entre Dubuffet et Tosquelles montre la distance entre, d'un côté, le projet de l'Art brut qui autonomise, qui non seulement arrache les objets de leur contexte et de ce qu'ils pouvaient y signifier de manière située, et de l'autre, Dubuffet, qui passe sous silence la psychothérapie institutionnelle qui avait tant travaillé pour transformer le sens, la vie, l'expérience des institutions asilaires et concentrationnaires par le biais de la culture, en donnant une place centrale à la socialisation par la culture dans le traitement de la souffrance psychique. Pour Tosquelles, les pensionnaires à l'hôpital ne sont pas les autres de la culture, ils ne sont pas ceux qui sont exclus de la culture. Ils ne sont pas, pour Tosquelles, assignés à la place des autodidactes ou de ces personnes indemnes de culture artistique, pour citer la formule iconique de Dubuffet. C'est pourquoi, pour Tosquelles, la psychiatrie n'est pas une discipline des autres de la culture, mais celle qui travaille avec la culture et avec le nous. C'est pourquoi aussi la psychothérapie institutionnelle avait non pas fait l'éloge de l'anti-culture des fous, mais avait inscrit, plutôt que la culture comme telle, un rapport à la culture comme rapport social au cœur de l'hôpital, à partir de pratiques culturelles non pas individuelles ou de signatures ou d'auteurs, mais avec des pratiques collectives. C'est pourquoi, sans doute, à la différence d'autres hôpitaux psychiatriques français et suisses, il n'y a pas eu à Saint-Alban de musée pour exposer les œuvres des pensionnaires, et il n'y a surtout pas eu des psychiatres collectionneurs d'art ou d'art brut, comme ça a été le cas de Gaston Ferdière, le célèbre médecin d'Artaud, ou Charles Ladame. Il semblerait ainsi que ces objets de la psychothérapie institutionnelle n'aient pas été pensés et préservés comme de l'art à Saint-Alban, alors qu'au même moment de l'après-guerre, on voit naître en France au moins 2 projets de promotion et de conservation de ces objets en tant qu'objets artistiques, et qui sont aussi à beaucoup d'égards des projets concurrents. D'un côté, on l'a vu, le projet de l'art brut de Dubuffet, et de l'autre, le projet de l'art psychopathologique à l'hôpital de Sainte-Anne, à Paris, avec Robert Volma, Gaston Ferdière, Delay ou Henriet.
Dire aujourd'hui que la production culturelle qui vient de Saint-Alban est de l'art brut, comme c'est le cas des objets de forestiers, et c'est ce qu'on nous raconte dans les musées, revient non seulement à s'inscrire contre le sens historique et politique du travail de la psychothérapie institutionnelle, qui y est rendu illisible dans le concept d'art brut, mais tel que l'a écrit Pierre Bourdieu, le geste de l'art brut revient à parler dès l'intérieur du champ artistique lui-même pour signaler ou assigner des objets à l'extérieur ou à l'extériorité de ce champ artistique. Cet art brut, écrit Bourdieu, c'est-à-dire cet art supposément autodidacte, non cultivé, n'exerce, nous dit Bourdieu, n'exerce une telle fascination que pour autant que l'acte créateur du découvreur hautement cultivé qui le fait exister comme tel, à savoir ici l'artiste Jean Dubuffet, parvient à s'oublier ou à se faire oublier. Fin de citation. Aujourd'hui, l'histoire collective, portée par Tosquelles, parmi d'autres, Saint-Alban, permet de réécrire l'isolement, la solitude auxquelles sont confrontés ces objets d'art brut quand on les expose dans les musées ou dans les collections, à Lausanne ou à Lille, aux côtés d'autres productions qui ne semblent parler que de l'expérience de l'enfermement, de l'emprisonnement, de la folie et de l'altérité. Raconter aujourd'hui cette histoire de transformation permet de se demander quelle serait l'autre histoire que ces objets pourraient porter, quelle serait l'autre histoire que ces objets pourraient raconter, celle d'un autre rapport à la culture et à la transformation de la vie, si on cessait de les appeler art brut. La psychothérapie institutionnelle a élaboré une pratique du collectif qui ne se confond donc pas aujourd'hui avec une grande histoire des auteurs, avec leur collectionnisme et leur patrimonialisation de l'art brut ou de l'art tout court. Ce sont moins les objets que les images en mouvement avec le cinéma qui ont accompagné ces expériences thérapeutiques. Entre 1953 et 1958, Tosquelles a filmé avec une caméra Super 8 la vie à l'hôpital, parfois grâce à l'aide de sa femme, Elena Álvarez, Hélène Tosquelles. Il s'agit de films muets avec des cartons ou des intertitres. Les premiers nous disent en ouverture « À Lozère, un asile comme beaucoup, ça va changer, ça change grâce à l'effort de tous ». On apprend par d'autres intertitres des films muets de Tosquelles, que Tosquelles avait écrit et monté avec un artisan local à Saint-Alban, que les films ont été tirés pour être passés aux malades, aux mêmes. Ceci explique, dit l'un des intertitres, l'extension de certains passages et l'absence de toute mise en valeur de la technique psychiatrique. On apprend aussi qu'en 1956, grâce au travail dans le club, les malades ont gagné plus de 6 millions de francs, ce qui leur permet de se payer, je cite encore un intertitre, toutes les fêtes, tous les concours, le cinéma, la bibliothèque, la discothèque, les cadeaux aux malades entrants et la couronne de fleurs pour ceux qui meurent. Le cinéma amateur de Tosquelles se prolongera dans la nouvelle institution dans laquelle il s'investira en 1955, à Marvejols, le Clos-du-Nid, consacré au travail avec les enfants et adolescents autistes, avec un nouveau film homonyme, le Clos-du-Nid, en 1959. Mais prendra surtout une nouvelle forme en 1961, au moment où le réalisateur Mario Ruspoli, proche de Chris Marker, d'Edgar Morin et de Jean Rouch, tourne un film à Lozère sur le travail des paysans appauvris, intitulé « Les inconnus de la terre ». Pendant que l'équipe de Ruspoli loge à l'hôpital de Saint-Alban pour tourner le film, Tosquelles proposa non seulement à Ruspoli de filmer simultanément 2 autres films à l'intérieur de l'hôpital, ce qui donna lieu à 2 films célèbres, Regard sur la folie et La fête prisonnière. Tosquelles va également et fortement accompagner le film de Ruspoli, Les inconnus de la terre, présenté comme une enquête cinématographique sur la dépopulation et la campagne appauvrie, des fermiers, des petits propriétaires, un instituteur agricole itinérant et un défricheur et son épouse y prennent la parole pour dire une certaine fin du travail de la terre et des problèmes à la campagne aux prises avec l'industrialisation. Cette prise de parole a été lue comme étant au cœur du cinéma documentaire en caméra légère et du cinéma des années 60.
Si le langage, c'est un langage direct, les voix des paysans n'y parlent pas pour autant toutes seules. Le générique annonce la collaboration du réalisateur, Ruspoli, avec les docteurs Tosquelles et Gentis. Or, cette présence des psychiatres que le film énonce de manière un peu silencieuse et que les commentateurs de ce film, de Barthes à Sartre, n'ont pour la plupart retenu, les images du film la disent tout haut. On y voit de longues scènes de groupe avec les paysans menées par Tosquelles dans ce film qui est peut-être aujourd'hui le seul enregistrement qui ne soit parvenu d'une psychothérapie hors les murs sur les lieux qui entourent l'hôpital de Saint-Alban. On peut aujourd'hui regarder Les Inconnus de la Terre comme l'une des rares traces filmées de cette ouverture vers les lieux que la psychiatrie institutionnelle a pratiquée à Saint-Alban et que le cinéma a enregistré sans que ce projet ait été énoncé comme tel. Avec son accent catalan mélangé au patois des paysans, Tosquelles leur parle dans leur maison et dans leurs terres, et je cite un peu les mots des Tosquelles. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces conditions de vie créent parfois des faux conflits entre parents et enfants, entre des frères, enfin des conflits de vie, quoi. C'est en associant les conflits générationnels au problème du travail dans la campagne et de la terre qu'il soulève, Tosquelles, au sein de ces échanges du groupe, la question de la vie. Je ne m'intéressais pas tellement à ce point de vue qu'on pourrait dire politique de votre travail à la campagne, le travail de la terre. Sinon, au fait, il me semble que si vous ne faites pas quelque chose dans un sens ou dans un autre, c'est votre vie elle-même qui semble disparaître. Comme dans la scène d'ouverture du film, une manifestation d'agriculteurs, un tracteur, où l'on peut lire cette pancarte « Les paysans n'ont-ils pas le droit de vivre ?» Tosquelles conclut « Il me semble que vous vivez un petit peu sans joie, sans possibilité de vivre, ce qu'on appelle vraiment vivre. » Au cinéma, et avec ceci je voudrais conclure, Tosquelles a donc parlé de comment vivre, ainsi que des conflits, tout comme à l'hôpital, et comme à l'hôpital, au cinéma, il a été à l'initiative de pratiques collectives qui ont transformé la vie et qui rarement étaient signées par tous ceux qui y avaient pris part. L'héritage qu'on peut peut-être recevoir aujourd'hui de cette culture, de ce rapport à la culture et à l'avant-garde, qu'elle soit cinématographique, artistique, psychiatrique ou politique, c'est peut-être que cette avant-garde, ou en tout cas telle que Tosquelles a pratiqué cette psychothérapie, qu'il n'a pas lui-même nommée ainsi, a voulu pour de vrai changer la vie. Merci beaucoup.